Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une autobiographie vraiment fascinante, Vibe Mine de Mathias Tussauds. Beaucoup le connaissent sous le pseudo de Lucas. On va explorer son parcours de simple curieux à créateur d'un univers numérique complet. Et ce titre, Vibe Mine, c'est vraiment la clé de tout. Il faut s'imaginer son esprit comme une mine, tu vois, un endroit où il creuse sans cesse pour trouver des idées. Notre objectif, c'est de comprendre comment cette mine, qui part d'une curiosité presque d'enfant, est devenue une architecture technologique. Oui, et ce qui est passionnant, c'est qu'on ne va pas juste faire la liste de ses projets. On va essayer de décoder la philosophie derrière. Le livre insiste beaucoup là-dessus, en fait. Pour lui, la technologie, ce n'est pas le but. C'est un levier, un amplificateur pour la créativité humaine. L'idée, c'est de voir comment cette vision a guidé chaque étape. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais de lui donner de meilleurs outils, quoi. Parfait. Alors entrons dans cette fameuse mine. Le prologue du bouquin est entièrement dédié à cette métaphore. Lucas la décompose en deux mots. Vibe pour l'énergie, l'intuition, L'envie de créer, c'est ça, l'impulsion. Et mine pour le travail de fond, le labeur, l'extraction. J'aime bien cette dualité. Ce n'est pas que du fun, il y a de la sueur aussi. Et tout ça, à l'origine, ça part d'une question toute simple qu'il se posait gamin. Mais comment c'est fait? et ça, c'est un point qui va un peu à l'encontre de toute l'image qu'on a de la start-up. On imagine le génie qui code toute la nuit. Lui, il nous dit que l'œuvre et travail, le plus dur, ça se passe bien avant d'ouvrir un ordi. C'est le carnet de notes, l'observation. Il y a une phrase dans le premier chapitre qui m'a vraiment marqué. Créer, ce n'est pas commencer par le code. Créer, c'est d'abord observer, réfléchir, imaginer. Le code, en fait, n'est que la dernière étape. C'est une perspective vraiment rafraîchissante. Ça veut dire que le point de départ, ce n'est pas la technique, Non, pas du tout. c'est la qualité de l'observation. Exactement. Le livre montre que chaque projet est né d'une frustration. Un outil qui lui manquait, un truc trop compliqué. Chaque limite qu'il rencontrait, ce n'était pas un mur, c'était une porte d'entrée pour une nouvelle idée. Sa mine, au début, elle n'a aucun plan. C'est un réseau de galeries creusé un peu au hasard. Chaque erreur est en fait une découverte qui ouvre une autre voie. Il n'y ait pas d'échec, juste des bifurcations. D'accord. Donc il a les idées, il a la méthode, mais à un moment, il faut bien des outils pour rendre tout ça concret. Il en parle beaucoup dans le deuxième chapitre. Et ce qui est surprenant, c'est que son premier outil, ce n'est pas un logiciel, c'est une mentalité, l'expérimentation. Ce cycle tester, rater, corriger, recommencer, c'est vraiment son mantra. Oui. Et ensuite viennent les outils numériques. Il est très transparent là-dessus. Il mentionne beaucoup les IA, comme ChatGPT, mais pas pour écrire le code à sa place. Plutôt comme des partenaires de brainstorming. Pour aller plus vite. C'est ça. GitHub est là pour la structure, bien sûr, mais le vrai tournant, celui qu'il décrit comme un game changer, c'est un outil qui s'appelle Base44. Il dit que ça a débloqué un niveau entier de création. Débloquer un niveau entier de création, c'est une sacrée promesse. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Le livre donne une idée de ce que ça a changé pour lui. On parle de passer d'une idée à un proto en quelques heures. C'est exactement ça. Il explique qu'avant, une idée pouvait rester des semaines en maquette parce que la mise en place technique était trop lourde. Avec cet outil, il pouvait passer d'un croquis à une appli web fonctionnelle en une après-midi. Ça lui a permis de tester une idée presque en temps réel. Et c'est cette vitesse qui a provoqué le grand basculement. Le grand basculement. C'est-à-dire? C'est le moment clé du livre, en fait. Il n'est plus juste un bricoleur de génie, c'est la naissance d'un architecte. En prototypant si vite, il se rend compte que ces projets ne sont pas des îles isolées. Ils peuvent, et même ils doivent, communiquer entre eux. Il prend du recul et il voit les pièces d'un ensemble. C'est là qu'il baptise cet ensemble microservices. Ah, voilà. On passe de projet individuel à un écosystème. Le mot est un peu à la mode, mais là, on sent qu'il a un vrai sens. Il prend tout son sens, oui. La vision change radicalement. Il ne pense plus en termes d'application, mais en parcours. Comment un utilisateur peut naviguer de manière fluide entre plusieurs services sans jamais sentir de rupture. C'est là qu'on quitte la création spontanée pour entrer dans son architecture numérique. La mine a trouvé son plan d'exploitation. Et au cœur de cette architecture, il place ce qu'il appelle le cerveau du système, l'IA. J'ai trouvé sa description de l'IA très intéressante. Ce n'est pas juste un chatbot classique. Il le présente vraiment comme un point de convergence. C'est le chef d'orchestre. Et la philosophie derrière est cruciale pour tout comprendre. Il insiste, IA doit être un partenaire de création. Son but n'est pas de donner des réponses toutes faites, c'est d'aider l'utilisateur à poser de meilleures questions.
Il veut que l'IA amplifie notre intelligence, pas qu'elle la remplace. C'est une vision assez humaniste. Oui, qui tranche avec le discours un peu anxiogène qu'on entend parfois. Pour lui, une bonne IA ne rend pas dépendant, elle rend plus puissant. C'est une nuance importante. Et autour de ce cerveau, il construit les autres piliers. Le premier, c'est l'accès à l'info. Il crée mSearch. Mais il précise bien que ce n'est pas un concurrent de Google. Alors, c'est quoi la différence exactement? La différence est fondamentale. Google cherche à organiser l'info du monde. mSearch, lui, cherche à organiser l'info pertinente pour l'utilisateur. Il le décrit comme un filtre intelligent qui apprend de tes habitudes, de tes créations, de tes centres d'intérêt dans l'écosystème. C'est moins un moteur de recherche qu'une extension de ta pensée. D'accord. Si tu travailles sur une recette, il ne va pas te donner 10 millions de résultats. Peut-être les 5 articles qui correspondent exactement à ta direction. Il contextualise. Donc il a ce cerveau MAI et cet outil pour trouver l'info pertinente, MeSearch. Mais l'info seule, ça ne sert pas à grand-chose. Comment il a résolu ce problème de communication? C'est le rôle de MeChat. Et là encore, ce n'est pas juste une copie de WhatsApp. MeChat, c'est le système nerveux de l'écosystème. C'est un espace de conversation où chaque message peut devenir une action. Ah oui, Oui, tu peux y poser une question à MAI qui répond direct dans le chat, tu peux partager un résultat de MeSearch, tu peux lancer une commande pour générer une image. La conversation devient un outil de production. Il dit que MeChat donne une voix à MI Services. Je trouve l'image très juste. d'accord. La fondation est posée. Un cerveau pour réfléchir, un filtre pour chercher et un système nerveux pour communiquer. C'est une base très solide. J'imagine que c'est à partir de là que ça commence à s'étendre. C'est l'étape suivante, oui. Une fois que l'infra est là, il peut commencer à construire les maisons qui vont servir au quotidien. Et c'est là qu'on voit la diversité de sa pensée. Oui, l'expansion est impressionnante. Il y a des exemples très concrets. Le premier qui m'a parlé, c'est celui sur l'éducation, Brevet Easy. C'est un outil qu'il a d'abord créé pour lui, pour simplifier ses révisions. L'idée, c'est de transformer des chapitres de cours en fiches de synthèse claires, avec des quiz, des exercices. Rendre le complexe accessible. Et puis il s'attaque à un problème que tout le monde connaît, avec Cookie. L'idée est géniale. Ça parle à tous ceux qui ont ouvert leur frigo un soir en se disant « Qu'est-ce que je fais avec un demi-poireau, un yaourt et 3 œufs ?» C'est tellement ça. L'application génère des recettes à partir de ce que tu as réellement sous la main. Il transforme ce moment de détresse en opportunité créative. C'est exactement ça. Et pour finir, il a la vitrine de tout ça, la partie plus sociale, Vibs. C'est un réseau social, mais très focalisé. Pas de long texte, juste du visuel. Des images, des vidéos, qui sont d'ailleurs souvent générées avec les outils de l'écosystème. C'est comme s'il disait, voilà ce qu'on peut créer, maintenant partagez-le. Et le point crucial que le livre martèle, c'est que la magie n'opère pas en utilisant chaque appli séparément. C'est la synergie. L'interconnexion. Voilà. C'est ça qui crée la valeur. Il donne des exemples très parlants. Tu testes une recette sur Cook.ai, tu prends une belle photo et en un clic, tu la publies sur Vibs. Ou un quiz que tu as réussi sur Brevet Easy pourrait devenir un défi pour des amis sur une autre application Math Battle. Rien n'est un silo. On voit bien la cohérence. Donc, si je comprends bien, je pourrais être en train de réviser un chapitre d'histoire sur Brevet Easy et recevoir une notif de Cook.ai qui me suggère une recette et ensuite utiliser MAI pour générer une image inspirée de ma leçon pour la partager sur Vibs. C'est exactement la vision. C'est cette interconnexion intelligente qui est la vraie force de May Services. Il ne vend pas des produits, il propose un flux de travail créatif. Et pour boucler la boucle, il ajoute une dernière couche d'outils très orientée création. Il y a MAI Studio, par exemple. L'idée, c'est de plus avoir à jongler entre 10 logiciels complexes pour faire du montage vidéo ou de la retouche. Un studio unifié, assisté par l'IA. Ensuite, il pousse le curseur du jeu encore plus loin avec May Battle. C'est un espace où tout peut devenir un jeu. L'apprentissage, la création. L'idée, c'est d'utiliser la compétition comme moteur. Une connaissance de Brevet Easy devient un quiz, un visuel de May Studio devient un concours. Il gamifie l'expérience. Et le dernier pilier, qui est peut-être le plus fondamental, MayWriter, une plateforme d'écriture, pour mettre des mots sur les idées, structurer un article, un scénario, toujours avec l'assistance de l'IA pour améliorer, corriger ou suggérer des angles. Et là, on a le tableau complet. On est passé d'une mine d'idées brutes à un écosystème vivant. Chaque élément a une fonction. Chercher, communiquer, apprendre, créer, jouer, écrire. C'est l'aboutissement de la curiosité de départ. La fameuse mine n'est plus un gisement chaotique, c'est une usine optimisée. La technologie n'est plus une barrière, mais une boîte à outils, au service de l'action. Le parcours est vraiment incroyable. Partir de cette question comment c'est fait et arriver à cet univers.
Ce qui me frappe le plus, c'est la constance de sa philosophie. À aucun moment la technologie ne prend le dessus sur l'humain. Chaque outil semble conçu pour augmenter notre potentiel. Tout à fait. C'est une vision très optimiste. Et pour conclure, le livre se termine sur une phrase toute simple mais qui résonne. Une idée qui ne devient pas action n'est qu'un rêve. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Je pense que la question que le livre nous pose au fond, c'est quelle est notre propre mine? Quels sont ces gisements de curiosité, de frustration, d'envie qu'on a tous en nous? Et quel serait le tout premier petit coup de pioche, même pas technique, juste un premier pas qu'on pourrait donner pour commencer à l'exploiter?